Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats. Merci de votre fidélité. L'auteur que je reçois est d'origine congolaise de la République démocratique du Congo. Il est l'auteur de Mathématiques congolaises paru en 2008 chez Actes Sud, Congo Inc., les Testaments de Bismarck en 2014 chez Actes Sud. Il a été multiprimé, prix Jean Munot, prix des 5 continents, Grand Prix d'Afrique noire. Incoli Jean Boffané, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous. Je suis ravi Oui. d'être là. Alors, votre dernier roman vient de paraître, La Belle de Casa, Oui. chez Actes Sud. Eh bien, nous en parlons tout de suite. Ouvrons ce premier chapitre au fil des pages. Incoli Jean Boffané, dès les premières pages de votre roman, La Belle de Casa, nous découvrons la mort d'une femme prénommée Ishrak. Celui qui s'empresse d'apporter la nouvelle au commissaire Mokhtar Daoudi s'appelle Cézé. Qui est Cézé? On découvre que c'est un migrant. Et pourquoi est-il au Maroc, à Casablanca? Mais c'est un jeune Congolais qui s'est retrouvé au Maroc de façon totalement fortuite. Il remontait vers le nord, puis il a eu un problème au Togo, puis il s'est dit je remonte vers le nord chercher l'argent. Parce que voilà, il a perdu de l'argent, il dit je vais aller en Europe, quoi. Il décide de partir en Europe. Mais seulement il est bloqué à Casa, il y a un marin algérien qui le dépose sur les côtes du Maroc. Et il se retrouve au Maroc. Il se retrouve au Maroc et il y reste. Il y reste parce que voilà, j'étais au Maroc et j'ai vu que là-bas les migrants restaient. Il y en a qui ont des projets pour arriver en Europe, mais ceux qui arrivent au Maroc, en général, ils restent au Maroc. Ils restent au Maroc. Parce qu'ils cherchent quoi? Des papiers, ils cherchent de quoi manger. Donc là-bas, ils peuvent faire du business. À Casa, en tout cas, ils peuvent faire du business et tout. C'est une grande ville, c'est une mégapole. Et donc, voilà, ils peuvent s'en tirer. Justement, dans votre roman, l'une des thématiques, c'est la migration. Être migrant, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ou est-ce que c'est parce que tout simplement vous êtes inspiré d'histoires de proches, d'amis qui vous ont raconté justement ce calvaire d'être migrant? Non, nous tous, on n'arrive jamais en Europe de son plein gré. Hein. Je crois pas, en tout cas. Enfin, moi, en tout cas, on aurait bien pu rester au Congo à l'époque quand j'étais avec mes parents. Et puis moi-même, quand je travaillais là-bas, j'aurais pu rester là-bas. Mais c'est la violence et c'est les régimes politiques qui font qu'on part. Et donc, je connais cette situation, arriver quelque part dans le dénuement total. Et moi, je suis parti après des coups de feu, donc en 1960, l'indépendance du Congo, 64, la rébellion moboutiste, la rébellion mouléliste, pardon. Et je suis arrivé en Europe, et puis après les pièges de 91, j'ai envoyé mes enfants en Europe, les pièges de 93, moi-même, j'ai suivi. Donc, c'est 4... Mais justement, on sent à travers déjà le nom que vous donnez à ce migrant, ce personnage principal avec Ishrak, c'est le nom de Mobutu. Voilà, Oui. il a le prénom de Mobutu, il a un des patronymes de Mobutu, ou 2 des patronymes de Mobutu. Et en fait, c'est un Congolais, ça, vous voyez, j'écris des romans, moi je suis toujours au Congo, mais j'ai quand même toujours difficile, je devais quitter le Congo, mais seulement j'ai toujours difficile à quitter totalement le Congo. Donc mon témoin de la vie d'Ishrak, c'est Cécé. Parce que le personnage principal, c'est quand même Ishrak. Oui. C'est quand même Ishrak, mais Cécé a l'air d'être le protagoniste principal, mais non, lui, il est juste le témoin. Le témoin. Voilà, le témoin de la vie d'Ishrak. Alors, Ishrak, parlons-en. Alors, c'est une femme qui fait rêver. On a l'impression qu'elle a un beau corps. La manière dont vous la décrivez, c'est une sirène. Oui. Les hommes, fabuleux. Oui. Voilà, c'est vraiment une... Voilà, c'est une africaine, quoi. Elle est pulpeuse d'abord, cette femme. Voilà, c'est une femme. Telle que Dieu l'a fabriquée. Il n'a pas besoin de passer par les esthétiques ou se donner un look. Elle est telle qu'elle est. Enfin, si on croit en Dieu, évidemment. Mais voilà, Ishrak est très très belle et elle est quelque part victime de cette beauté. Oui. Elle est victime de sa beauté, ça dit qu'on ne voit que l'enveloppe extérieure chez Ishrak. Les gens ne voient que ça. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine fragilité, parce que déjà, dans votre roman, il est clair que vous mettez ce point, c'est-à-dire qu'elle est à la quête, à la recherche de son père. Oui. Ça, c'est son calvaire, en fait. Hein. Ouais. Ishrak, c'est sa quête. C'est sa quête qui est perpétuelle. Déjà, sa mère a eu difficile à l'élever parce qu'elle l'a élevé seule. Et c'est pas évident dans une société musulmane, comme ça, une femme seule qui élève un enfant, c'est pas du tout évident. Mais sa mère a réussi quand même à le faire, a fait grandir cette fille qui doit avoir 28 ans au moment où l'histoire se déroule. Et voilà,
voilà, il fallait ça, mais son problème, c'est le père. Donc, elle recherche, elle est toujours en recherche du père, elle fantasme sur le père, voilà, elle ne rêve que de ça. Et pourquoi cette partie de la quête de l'identité du père est importante pour vous? Je sais pas, en fait, au début, parce que moi, j'ai vécu un peu le même cas, dans le sens que moi, j'ai été élevé par un beau-père. Un beau-père qui était blanc, qui était belge. Mon frère et ma sœur sont métis. Et donc moi, on pouvait pas me dire, voilà, c'est ton père, mais pourtant on me le disait. On me disait, voilà, c'est ton papa. Et d'abord, je me dis, mais ils me prennent pour un fou. Voilà, mais on me disait ça sans scier, on me disait ça, c'est ton papa, ok. Mais seulement, la vérité sur mon véritable père, je l'ai connu très tard. J'avais carrément 20 ans. Donc, et pour avoir la vérité sur le père, ça a été très très difficile. J'ai posé la question plusieurs fois à ma mère, elle me répondait comme Zahira. Oui. Comme Zahira, et La elle me maman répondait comme d'Ishrak. la plupart des gens que je connais qui ont vécu sans leur père, ils ont toujours reçu la même réponse. Quand on pose la question, ça ne te regarde pas, c'est pas ton problème, et bon, voilà. Parce qu'il y a voilà, cet ostratisme qu'on met. Ça dit que ma mère, quand elle m'a eu, elle est partie avec mon beau-père, mais il fallait me baptiser, j'étais bébé. Déjà, ça commence là. Quand vous allez chez le curé, voilà, je voudrais faire baptiser mon fils. Ouais, mais bon, son père est blanc, donc lui, il sort d'où, là? C'est un bâtard. Donc voilà, donc, quand on dit bâtard, c'est que la fille était légère. C'est que la mère, c'est une femme légère. Donc du coup, ça crée tout de suite un problème. Et voilà, et on ne dira pas. On ne dira pas parce qu'on s'imagine toujours qu'il n'y a pas de scandale derrière ça. C'est juste deux personnes qui sont aimées, puis à un moment donné, bon... Et c'est tout. Ou chez moi, c'était même pas ça. Chez moi, c'était un mariage arrangé entre des chefs de clan qui ont voulu marier leurs enfants. Mais après, voilà. L'amour ne rentrait pas en ligne de compte, puis elle est partie avec quelqu'un qu'elle aimait. Et voilà, c'est ce silence que j'ai retrouvé dans beaucoup de personnes qui ont vécu cette problématique-là. Parce que c'est vraiment une problématique qui vous hante toute une vie. Oui. Tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous allez, voilà, ça, c'est le matin, midi, soir. Alors, dans votre roman, quand même, Ishrak, même si elle recherche son père, hein, elle est dans cette demande, c'est une femme qui a une certaine fragilité. C'est vrai qu'elle est très belle, les hommes la désirent, et il se lie entre Cherkaoui, c'est un ancien acteur, Oui. qui a une femme d'affaires, qui est Oui. marié à une femme d'affaires. Cet homme, en tout cas, dans votre roman, on a l'impression qu'il y a une relation plutôt père-fille, comme si elle était un peu soulagée, un peu, voilà, comme si sa quête, elle s'abandonnait un peu à Cherkaoui. C'est ce qui se passe. Elle s'abandonne juste parce que voilà, elle a trouvé quelqu'un qui pourrait avoir l'âge de son père. Et elle se laisse aller parce que voilà, c'était la première fois qu'elle rencontre un homme qui ne pense pas qu'à son corps. Oui. Ouais, elle voit bien qu'il n'est pas intéressé par elle en tant que femme. Donc voilà, ça la touche et elle se laisse un peu aller à ça. Au début, on se demande, mais qu'est-ce que Cherkaoui lui veut exactement? Oui. Mais Cherkaoui a une femme qui n'a pas eu d'enfant. Donc il est à la recherche de l'enfant et il a eu une relation jadis avec Zahira. Donc il rêve aussi. Lui rêve d'enfant et elle rêve de père. Donc forcément, ils devaient se rencontrer. Et surtout, on comprend très bien qu'il fait le calcul, il se dit « Ah, ça fait 28 ans, 29 ans, mais c'est peut-être Voilà. ma fille. » Voilà. Lui, il pense, mais il n'ose pas l'exprimer, Oui. évidemment, parce que bon, c'est délicat. Il y a de la pudeur, il y a des choses comme ça, donc on n'essaie pas trop d'arriver au bout de la vérité. Et puis aussi c'est un rêve pour le Cherkaoui d'avoir un enfant. C'est un rêve qui ne sera jamais exaucé, ou peut-être pas. Et pour Ishrak, c'est la même chose. Donc voilà, on préfère peut-être temporiser, parce qu'il n'y en a aucun des deux qui parle réellement. Ishrak n'exprime pas à Cherkaoui que voilà, moi je suis à la recherche du père. Cherkaoui n'exprime pas que voilà, que tu es peut-être ma fille. Donc voilà, c'est la pudeur aussi. C'est la pudeur et c'est des choses tellement explosives que parfois c'est difficile à exprimer. Dans votre roman, une autre thématique, celle du racisme. C'est-à-dire que les migrants sont là, se débrouillent, ils vivent en communauté entre eux. Et il y a cette présence, ces hommes de Casablanca, ces Marocains, qui justement refusent ces migrants. Oui, il y en vont a même certains. jusqu'à la violence. Oui, il y a la violence contre deux protagonistes de l'histoire. Mais voilà, mais il y a d'autres choses derrière ça. Derrière ça, il y a l'argent.
Oui. Parce qu'il y a les migrants en question squattent des bâtiments qu'il faut vider absolument. Donc voilà, on introduit la violence pour les chasser. Et voilà, mais c'est un roman du XXIe siècle, avec l'argent. Avec Congo INC, mon président roman, bon, on a vu de quoi la mondialisation était faite, aux dépens du Congo. Et donc voilà, mais Casa, c'est un peu la même chose. Moi, je me dis toujours être un écrivain du XXIe siècle, malgré mon âge, parce que j'ai quand même 60 et quelques là. Donc j'aurai 64 ans ce mois-ci. Et donc voilà, mais j'ai quand même écrit mon premier roman au XXIe siècle. Et, ouais, et cette globalisation, cette mondialisation plutôt, globalisation en anglais, cette mondialisation me fait peur. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, ce XXIe siècle me fait peur. Je vois bien que les choses du XXIe siècle, bon, ça n'a pas vraiment marché. Donc au XXIe siècle, il y a des nouveaux paradigmes, mais c'est surtout le fric. C'est surtout l'argent. Il y a l'écologie qu'on voudrait aussi, mais c'est l'argent. Oui. Voilà, l'argent détruit tout, l'écologie avec. Donc voilà, c'est ça que je voulais. Et puis c'est de ça que je voulais parler. Et puis je voulais parler d'une grande ville aussi, comme j'ai beaucoup parlé de Kinshasa. Il fallait une grande ville avec les problématiques d'une grande ville. Alors donc cette promiscuité, les migrants qui vivent là, etc. Mais j'ai fait une enquête quand même. Je raconte pas mes histoires comme ça. Donc J'ai vous êtes allé enquêté. à Casablanca. Je suis allé à Casa, j'ai enquêté dans le milieu des migrants. Je leur ai demandé comment est-ce que vous vous sentez ici. Ceux de Libye, par exemple, ceux qui sont passés par la Libye, et m'ont tous dit que voilà, quand on est arrivé au Maroc, on a trouvé la démocratie. Ça dit que là-bas, les gens, quand même, oui, il y a cette scène violente, mais j'étais à Casa, je vais au Maroc, et en général, partout où je vais, je suis bien reçu. Et ces garçons-là me disaient que quand ils arrivaient au Maroc, ils étaient reçus par les Marocains, par des citoyens marocains qui les abordaient d'eux-mêmes. Ils les abordaient d'eux-mêmes, ils voyaient bien que le type vient de traverser le désert et qu'il est mal. On te prend, on t'emmène à la maison, on te donne à manger. S'il faut dormir 2-3 jours là, tu vas dormir 2-3 jours. On va te donner même des vêtements. Tous m'ont dit ça. Tous m'ont dit que oui, et c'est vrai qu'il y a parfois des problèmes. Il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il y a eu un meurtre encore au Oui. Maroc. Il y en avait eu un il y a 3-4 ans, Oui. et du côté de Tanger, là. Et donc, voilà, mais c'est toujours circonstanciel, c'est pas la violence gratuite, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et tous m'ont dit qu'ils étaient bien, qu'évidemment dans certains quartiers ils pouvaient pas aller parce que même la police n'y va pas. Oui. Mais en général ils m'ont dit, ils m'ont emmené jusque dans leur maison. J'ai rencontré un Sénégalais qui vendait des vêtements. Il est venu me vendre des vêtements en cuir, des trucs comme ça, des jeans. Ils vont chercher des produits dans la banlieue de Casa. Il y a des zones industrielles. Ils vont dans les zones industrielles, ils achètent en gros et ils revendent en ville. Ils ont même un marché à eux à Casa. Et dans la Médina, il y a une partie réservée aux Africains où on tresse les cheveux, où on achète le ndolé, on achète des bananes plantains, tout ça. Il y a même une boutique où c'est écrit Kitoko en lingala. Ouais. Et le gars, il parlait lingala. Donc voilà, un Kazaoui lingalophone, je le décris. Il existe. Ouais. Et il existe. Donc voilà, il y a. Tout est. Voilà, c'est pas manichéen. Voilà, c'est juste des êtres humains qui vivent ensemble. Manichéen, tant le bien et le mal, mais d'un côté, vous dénoncez aussi cette corruption à travers cette Ça, c'est mon présence 21e siècle, policière. oui. C'est mon 21e siècle qui me taraude toujours. Voilà, évidemment, il y a de l'argent, il y a les pouvoirs d'argent qui sont au-dessus de tout. Et le policier, bon, lui, voilà, il préfère qu'il ait des gens riches autour de lui que d'avoir ce quartier populaire, pour lui, il faudrait raser tout ça. Ce commissaire Daoudi qui est chargé d'enquêter sur la mort d'Ishrak et qui a trouvé Mais ils se magnifique. connaissent. Oui. Mais ils se connaissent. Ils connaissaient Ishrak. Et l'enquête traîne. C'est d'ailleurs se demande pourquoi est-ce que ça traîne et tout. Il ne sait pas jusqu'à quel point ils se connaissent. Ouais. Ishrak et Mokhtar Daoudi. Mais bon, pour ça, il faut lire le roman. Exactement. Autre chose, il y a un autre personnage qui est là, où on sent son souffle, son vent, Chergui. Chergui. Pourquoi avoir mis cette présence météorologique Mais dans parce votre que je roman voulais des événements, des événements, des émotions, des sentiments paroxystiques. Je voulais quelque chose de très très fort. Je voulais que les cœurs vibrent, qu'il y ait des courts-circuits dans la tête, que tout se fragilise. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais faire pour fragiliser les têtes, les esprits des gens? Comment les rendre plus électriques, Oui. voilà. Et parce qu'il fallait que Ishrak meure, il fallait cette violence. C'est un roman qui se déroule sur quelques semaines. Oui. Voilà, ça dure pas longtemps. Et mais il fallait quelque chose qui rende les choses incontrôlables. Et donc je
je me suis dit, il y a le vent du désert. Et le vent du désert, c'est la métaphore aussi du migrant. C'est-à-dire que le vent du désert, il doit tout faire pour remonter vers le nord, pour passer la Méditerranée et changer de nom pour s'appeler Sirocco. En fait, c'est le même vent, je prends le Chergui, Oui. qui souffle sur le Maroc. Le Chergui, on l'appelle Simoun, il a plusieurs noms, mais au Maroc, on l'appelle Chergui. Et donc, quand il passe la Méditerranée, il devient le Sirocco, que les Européens trouvent normal que le Sirocco souffle. Alors que bon, le Sirocco en question vient d'Afrique. Et donc, il y avait ce mouvement-là qui doit se faire. Mais je voulais aussi bloquer ce mouvement-là. Et qui ne va pas se bloquer. Donc, ça dit faire tourner. Donc, je bloquais le Chergui sur Casa. De plus, le Chergui souffle à Essaouira, au sud de Casa, Oui. souffle à Tanger, au nord de Casa, mais il ne souffle pas tellement à Casa. Donc, pour moi, c'était parfait de faire souffler beaucoup plus fort qu'à partout. Mais à Casa, il devait souffler beaucoup plus fort. Donc, Chergui arrive sur Casa. Et pour moi, je devais faire un mouvement où il tourne comme dans une turbine autour de la ville, Oui. sur la ville. Mais pour pouvoir la faire tourner sur la ville, j'ai dû faire appel au courant marin, aux alizés, à ces choses-là. Donc, mais qui influence ça, qui permet que Chergui se perde sur Casa, c'est le changement climatique, en fait, qui est quand même qui est quand même une des raisons de pas mal de nos maux aujourd'hui. Pour clôturer cette première partie d'émission, pour quelle raison il y a la photo du chanteur Keza Jones en couverture de votre roman? Mais tout à fait, c'est presque miraculeux, dans le sens qu'on a cherché une photo de Hassan Hajjaj. Hassan Hajjaj, c'était un photographe marocain, un talent fou. Lui, il met en scène des personnages de ce Maroc d'aujourd'hui. Et il met beaucoup de migrants en scène, il met des femmes avec des voiles, mais le voile c'est Vuitton, elle est jugée sur une Harley Davidson, avec des lunettes solaires, donc c'est très glamour, ça en jette quoi, comme la couverture du bouquin. Et donc on a pensé à Hassan Hajjaj, donc on m'envoie une épreuve, je suis au téléphone avec mon éditrice, elle me dit bon regarde dans ton mail, je viens t'envoyer les épreuves pour la couverture. Et quand la photo m'apparaît, l'image m'apparaît, je vois ce personnage avec ses lunettes et son regard quelque part. On sent qu'il regarde quelque chose. Et moi, je sais qu'il regarde Ishrak. Ishrak passe et lui, il est là avec ses lunettes et il regarde. Il observe. Donc, c'était parfait. Donc, c'était parfait. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était Kezia Jones. Oui. Personne, d'ailleurs, chez Actes Sud s'est rendu compte dans un premier temps. Et puis quand j'ai vu la photo, j'ai éclaté de rire tout de suite. Je dis, mais il ressemble à Dramé. Il y a un personnage qui s'appelle Dramé, un Sénégalais, et il ressemblait tout à fait à mon personnage. Je dis, oh là là, et j'ai éclaté de rire. Donc mon éditrice me dit, c'est parfait, c'est la couverture qu'il fallait. Et le lendemain, Actes Sud me rappelle pour me dire, écoutez, il s'agit d'un personnage public, en l'occurrence Kezia Jones, donc on ne peut pas la mettre sur la couverture. Oui. Donc pendant 2 jours, elle dit, ouais, mais on va te chercher une autre photo de Hassan Hajjaj. Moi, j'ai cherché, il n'y avait rien qui correspondait à ce que je voulais. Et 2-3 jours après, l'agence quand même qui possède la photo a quand même dit, tiens, on va appeler Kezia Jones, l'intéresser, pour voir si peut-être ça lui plairait d'être sur un roman. Et ils l'ont appelé, et il a accepté tout de suite. Et quelque part, c'est une énergie formidable d'avoir Kezia Jones sur la couverture de cet ouvrage, parce que Kezia Jones vient beaucoup à Gaza. Il vient beaucoup à Gaza, et lui, Kezia Jones, veut aussi, quelque part, moi je voudrais ouvrir cet espace du Sahara, ne plus en faire une frontière. Pour moi, le Sahara, c'était la plus grande autoroute du monde. Avant, on y voyageait du nord au sud, du sud de l'est en ouest, d'ouest en ouest, voilà, dans tous les sens. Et voilà, et lui aussi, il voudrait un peu connecter l'Afrique noire et l'Afrique du Nord. Donc il a été ravi, il dit ok, je veux bien. Et voilà, et ça c'est le miracle, et c'est l'énergie, c'est faire appel à des énergies aussi. Merci beaucoup, Nkoli Jean Beaufané, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à la seconde, qui est carte sur table. Pour carte sur table, Nkoli Jean Beaufané, j'ai précisé au début de l'émission que vous étiez d'origine congolaise, de la RDC, Kinshasa. Je voulais savoir, les élections approchent. Je voulais avoir votre avis sur ce regard, sur cette crise politique que vit la République démocratique du Congo.
Parce que je sais que vous avez écrit des articles Oui, dessus. mais la crise, je crois qu'elle va continuer. Hein. Moi, je crois pas aux élections. Moi. C'est dans quoi? Dans 70 jours, 80 jours, j'en sais rien. Mais donc, c'est pas possible. On voit rien qui a été organisé. Là. Ils sont encore en train de discuter sur la machine à voter ou pas machine à voter à 2 mois des élections. C'est n'importe quoi. Donc, autrement dit, il y aura rien. Pour moi, il y aura rien. Donc, et le Congo, comment ça va se passer sans ces élections, je ne sais pas. Mais voilà, je crois qu'il faudra encore et prolonger le régime de Kabila, je ne sais pas. Je ne sais pas si les Congolais, en tout cas, ils ont déjà montré leur détermination à ce niveau-là. Et ils vont continuer. Si ça bouge pas en décembre, ça va chauffer très fort. Et donc, lui, on en a assez. La communauté internationale, je ne sais pas. Tout le monde dit oui, il n'est pas bon, il doit partir, mais bon, mais on connaît l'hypocrisie de la communauté internationale. On a tué des gens au Congo, on a tué des millions de gens au Congo, et pourtant, bon, au contraire, on donne des armes aux tueurs, on exploite les matières premières sans vergogne. Donc Kabila est là pour ouvrir le pays aux multinationales. Donc moi, je ne crois pas vraiment aux élections. Donc il va rester là, il va s'incruster. C'est un homme qui est venu par les armes. Mais vous, vous vivez à Bruxelles, en À Bruxelles. Belgique. Est-ce que vous allez quand même faire cette démarche de voter depuis Bruxelles ou pas du tout Moi, je suis belge de nationalité. Ouais. Et déjà, notre constitution interdit les doubles nationalités. Donc voilà, parce qu'ils savent que bon, la diaspora, c'est autre chose que... Enfin, c'est très bien que la diaspora, ils sont opposés à ce régime de toute façon. Donc, quelque part, on nous a évincés en n'accordant pas la double nationalité. Parce qu'il y en a quand même pas mal des Congolais en dehors du pays. Oui. Et, mais donc, non, voter, si j'avais encore cette nationalité congolaise, je voterais. Mais voilà, mais il n'y aura pas d'élection. Je Vous crois êtes pas. convaincu voilà, qu'il n'y aura pas Je d'élection, crois pas. que Kabila, c'est juste une stratégie Ouais, je crois pour qu'il y rester aura, encore au pouvoir. Mais oui, le gars est arrivé par les armes, mais de plus, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés par les armes, comme J.J. Rawlings au Ghana. Il est arrivé par les armes, il a pris le pouvoir, après il a donné le pouvoir aux civils, les civils ont déconné, il a de nouveau repris les pouvoirs par les armes, puis après il a rétrocédé le pouvoir aux civils. Et depuis, vous avez quand même, je sais pas, 3 ou 4 présidents qui sont succédés après Rawlings. Donc, mais Kabila gouverne par les armes. Il gouverne uniquement par les armes. Tout ce qu'il fait, c'est par les armes. Quand il veut vous dire un truc, il vous tire dessus. Il parle pas vraiment beaucoup, il tire. Beaucoup. Il tire, et parfois, quand il trouve qu'une balle c'est trop cher, il vous met un sachet en plastique sur la tête et c'est terminé. Donc voilà, il tue. C'est un tueur. Il gouverne comme ça, il croit que c'est comme ça qu'on gouverne, mais voilà, il va pas changer. Il va pas changer, donc je vois pas pourquoi il va faire des élections. Ça, il s'en fout, puisque de toute façon, son mandat est obsolète. Son mandat est fini depuis 2 ans. Oui. Donc à quoi ça sert de faire des élections? Il a plus voix au chapitre, normalement. Et je voulais savoir, à Bruxelles, alors, cette vie, comment vivez-vous? Vous avez 6 enfants? Non, j'en ai... 5? Ouais, D'accord. 5. Tous à Bruxelles? Tous à Bruxelles. Il y en a une à Londres, en Angleterre, parce qu'elle bosse là-bas, elle est styliste là-bas. Elle était ici à Paris pour la Fashion Week la semaine passée. Mais oui, ils sont là, et ça va, ils se développent bien, ils bougent bien, ils sont ambitieux. Vous avez transmis un peu votre culture, justement, congolaise ou pas du tout? Non, ils sont congolais, ils sont congolais. Ouais. Ils sont congolais. La dernière, d'ailleurs, est née Carla, l'avant-dernière. Elle a 21 ans, elle est née en Belgique. Mais quand elle était petite, elle déplorait de ne pas être née à Kinshasa. Pourquoi moi je ne suis pas né à Kinshasa comme les autres? Donc voilà, ils sont vraiment congolais. Et ils sont vraiment congolais. Et quelque part, plus la situation va, plus ils se sentent congolais. Dernièrement, je discutais avec un jeune ici à Paris. On discutait de tout et de rien, et puis il me dit quoi? Il dit, tu sais, grand frère, avant, quand les enfants ici en France, quand tu leur demandais qu'est-ce que tu es, ils disaient, je suis français. Il dit, mais maintenant, avec la situation, comme le racisme monte, les extrêmes montent, donc il dit aujourd'hui, un gamin, quand tu demandes, tu es d'où? Ah, je suis de Côte d'Ivoire, je suis du Mali, je suis du Sénégal, je suis du Congo. Donc il y a ça quand même, parce qu'on est quand même conscient de ce qui se passe. Hein. On voit très bien qu'il y a de plus en plus de tensions. Il y a partout, en Italie, ça déconne. En Allemagne, il y a des marches d'extrême droite. En Hongrie, il ne faut pas en parler. Et au Brésil? Au Brésil, en Belgique, il y a quand même, c'est quand même la droite et puis la droite qui règne en Belgique. Il ne faut pas oublier ça. Les libéraux et la droite. Donc voilà, on est dedans, on est dans ces régimes-là.
Très bien. Merci beaucoup, Nicole Jean Beaufanet, Merci à pour vous. cette deuxième partie de l'émission. Hélas, l'émission touche à sa fin. On va passer au coup de cœur. Pour ce coup de cœur, c'est une écrivaine. Vous pouvez nous dire pour quelle raison vous avez choisi cette écrivaine? Et qui est donc cette écrivaine? Myriam Alaoui. Oui. Myriam Alaoui, parce que voilà, c'est une sœur, une petite sœur. Mais je l'ai rencontrée il y a pas longtemps à Manosque. Et elle a sorti La vérité sort de la bouche du cheval. Oui. Et il se fait que c'est Casa. Il se fait que l'histoire, c'est l'histoire d'une femme à Casa. Donc on est intervenus ensemble à Manosque. Donc j'ai lu cet ouvrage. Et effectivement, elle parle de Casa. Et donc on a pu échanger vraiment sur Casa comme... c'est pour ça que je dis ouais, comme une sœur. Parce que voilà, on parlait du même territoire avec le même amour. Et la même observation. Et ce qui était assez étrange, elle disait que dans mon roman, il y avait on voyait plus Casa que dans le sien. Voilà. On voit beaucoup les gens chez elle. Chez moi, on voit les gens, mais on voit aussi Casa. Oui. Voilà. Parce que je tenais aussi à rendre hommage à Casa, comme j'ai rendu hommage à Kinshasa. Ce roman, c'est une histoire d'amour, quelque part, voilà, que j'ai pour le Maroc et pour le peuple marocain, surtout. Vraiment. Je vis avec eux à Bruxelles. C'est quand même la première communauté africaine à Bruxelles. Hein. C'est pas les Congolais. Hein. Donc, je voulais un peu d'abord leur rappeler ça, dire que voilà, nous sommes ensemble. Et que cette Afrique, nous devons la bâtir ensemble. Voilà, ils ne peuvent pas se dire, voilà, nous sommes arabes. Non, 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 vous êtes africains d'abord. Mais pourtant, cette histoire, vous ne l'avez pas écrite à Casablanca. Vous avez d'abord écrit cette histoire et vous êtes parti à Casablanca. Mais justement, c'est cette influence de cette communauté marocaine à Bruxelles que je pouvais l'écrire les yeux fermés. Parce que je suis avec eux. Donc je sais comment ils peuvent réagir, je sais comment ils peuvent parler, je sais comment ils rêvent, comment ils pleurent. Voilà, je sais. Donc c'est juste ça, c'est d'abord l'humanité d'abord, puis après Casa était un décor. Je suis parti à Casa après pour ne rester qu'avec l'humanité, en fait. Et puis j'ai rajouté un décor et quelque part qui a rendu la ville, l'histoire un peu plus lumineuse, parce que la ville était là. Et puis il y a eu le titre La Belle de Casa, qui n'était pas de moi, mais qui est de mon éditrice Marie Demeure. Et la photo voilà, ça a donné du coup de la lumière, parce qu'elle était très sombre, l'histoire. Et avec ces deux éléments, cette couverture, ce titre, et plus ces trois éléments avec la ville de Casa, ça m'a donné quelque chose de plus... la lumière autour d'Ishraq. Parce qu'il y avait beaucoup c'était assez sombre. Assez sombre, c'est vrai. Et Myriam Alaoui, voilà, et elle, son roman, c'est cette vie de femme, ces vies de femmes à Casa. Et pour elle, il s'agit de prostituées. Israq n'est pas du tout... Non. Pas du tout. Pas du tout. Malgré ce qu'on pourrait peut-être croire qu'on peut se débrouiller. Non, non, elle se bat en faisant des petits boulots. Voilà, elle se bat, c'est une femme qui se bat. Et voilà, et avec Myriam, ça a été on a été en accord tout de suite. Et son roman, je l'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Nicole Jean Beaufanet, Merci pour votre coup de cœur. Donc, Myriam Alaoui, La vérité sort toujours de la bouche du cheval. Voilà, sort de la bouche du cheval chez Gallimard. Et puis, vous êtes venu nous voir pour ce superbe roman, La Belle de Casa, chez Actes Sud. Merci beaucoup, Nicole Jean Beaufanet. Et puis, bon retour à Bruxelles. Oui, merci. Merci. Mes chers complices, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre assiduité, de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.